Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'événement INRIA Faites la Science. Je suis Philippe Gesnois et je vais animer la table ronde d'aujourd'hui. Santé, nature et sciences du numérique. Alors avant de commencer, un petit mot sur l'événement, sur INRIA Faites la Science. Alors INRIA, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et cette année, nous nous sommes donné rendez-vous depuis le 3 octobre jusqu'à aujourd'hui, dimanche 11 octobre, pour une fête de la science 100% dématérialisée. C'est l'occasion, ça a été et c'est encore jusqu'à aujourd'hui, l'occasion de découvrir des projets de recherche en sciences du numérique, ainsi que leurs applications ou leurs impacts en lien avec la nature. C'est surtout une occasion de rencontre directe avec nos collègues scientifiques. Il y en a eu, en fait, puisqu'il y a déjà toute une semaine derrière nous. Il y en a eu pour tous les niveaux d'intérêt, tous les âges, et vous pourrez retrouver l'ensemble du programme complet sur le site INRIA, www.inria.fr. Alors, je suis donc ravi aujourd'hui de retrouver mes collègues, donc à qui je vais passer la main tout de suite. Que je vais laisser se présenter. Donc, alors moi, déjà, je me représente à nouveau Philippe Gesnois. Je travaille à INRIA depuis une dizaine d'années et mon travail essentiellement est de m'occuper du transfert technologique dans le domaine de la santé et essentiellement les contacts avec les entreprises et le monde médical. Donc, Guillaume, Monsieur Bellon. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter très rapidement et je vais vous donner un aperçu rapide de ce que je fais en recherche. Donc, je m'appelle Guillaume Bellon, je suis professeur des universités à l'INSA de Lyon et je dirige une équipe INRIA qui s'appelle l'équipe INRIA Beagle. Et donc, avec quelques slides ici, ce que vous voyez à l'écran là actuellement, c'est tout un ensemble d'espèces vivantes de plein de natures différentes. Il y a des mammifères, il y a des insectes, il y a des bactéries, il y a tout un ensemble de choses. Et ce qui est, en tout cas pour moi, fascinant sur toutes ces espèces-là, c'est que si on s'intéresse au processus qui est à l'origine de ces espèces, en fait, c'est un processus unique qui est l'évolution des espèces, qu'on appelle l'évolution darwinienne, et qu'on représente souvent avec le cercle central que vous avez ici sur le transparent. Vous voyez un arbre qui part du centre ici, et en fait, l'évolution nous dit une chose assez simple, c'est que toutes les espèces que vous voyez sur ce transparent-là, elles ont un ancêtre commun, et on peut donc étudier le processus par lequel elles sont apparues du fait de l'évolution, de la diversification, etc., au cours des âges. Alors, ça, c'est la vision de l'évolution, on va dire, biologique. En fait, on peut adopter une autre vision de l'évolution, qui est celle-ci, qui est une vision qu'on peut appeler numérique ou informatique ou algorithmique, dans laquelle on se rend compte que l'évolution, c'est un processus finalement assez simple. Vous avez une population d'organismes, et ces organismes sont capables de se reproduire avec des mutations aléatoires qui introduisent des petites variations. Et une fois qu'ils sont reproduits, ils sont confrontés à leur environnement, ce qui a introduit un mécanisme de sélection. C'est-à-dire qu'on sait que certains de ces organismes vont être plus aptes à se reproduire que d'autres, vont mieux survivre que d'autres, etc. Et c'est ça qui engendre le phénomène évolutif. Et ce qui est intéressant pour nous en sciences du numérique, c'est que ce phénomène évolutif, en fait, vu algorithmiquement parlant, on peut l'appliquer sur d'autres objets que ces objets vivants, ou il s'applique sur d'autres objets. En fait, dès qu'on a ce mécanisme de reproduction avec variation et de sélection, on a évolution. Et en fait, ce qu'on fait, nous, dans l'équipe, c'est une chose assez simple, c'est qu'on va créer des objets numériques qui vont être dotés de réplication avec variation, mutation et sélection dans l'ordinateur, et qui vont créer tout un bestiaire d'objets qui évoluent dans la machine. Et vous en avez quelques exemples à l'écran, des robots, des images, même cette chose-là est une antenne, par exemple. Et ils ont tous évolué dans une machine, et on peut étudier l'évolution à travers l'observation de cette évolution numérique dans la machine, d'artefacts, de programmes, de robots ou autres. Voilà, ça c'est ce qu'on fait au quotidien dans l'équipe. Merci Guillaume. Je vais passer la parole à Irène. Bonjour, donc Irène Vignon-Clémentel, je suis directrice de recherche chez INRIA. Et donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de jumeaux numériques. Donc, mon métier consiste à créer des jumeaux numériques pour la médecine. Et comment on fait ça? À la base, il y a des équations de la physique. Donc, je travaille sur tout ce qui coule, tout ce qui se transporte dans notre corps humain. Et pour cela, on passe par des équations d'écoulement
comme vous voyez ici, avec des bilans de masse, des bilans de quantité de mouvement, où on calcule dans les tuyaux, dans nos vaisseaux, on fait des calculs de vitesse et de pression. Donc la pression, c'est comme la tension en fait artérielle, celle que le médecin mesure quand vous allez le voir. On peut avoir des modèles de différentes complexités en fait. On peut intégrer, moyenner ces équations sur une partie de vaisseau pour aller jusqu'à des modèles plus simples, tout en bas à gauche, qui sont des analogues électriques où la pression, c'est comme la tension artérielle, par exemple, et le débit comme le courant électrique. Et on peut aussi mixer ce type de modèle basé sur la physique avec du machine learning. Donc ensuite, on passe par un calcul par ordinateur pour visualiser en fait la vitesse et la pression et voir l'écoulement dans une vidéo, par exemple, dans plusieurs vaisseaux sanguins, où en fait, donc, on voit la vitesse, donc rouge, vitesse forte, qui rentre par le vaisseau du haut pour aller s'écouler dans les poumons, par exemple. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, c'est des modèles qui sont appliqués à des problématiques médicales. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, suivant la question, on peut essayer d'anticiper, par exemple, comment à gauche, en 3D, si un geste médical va suffisamment baisser la tension dans les artères d'un enfant, par exemple. On peut aussi s'intéresser à des questions de design d'implants ou d'écoulement d'aérosols dans les poumons. On s'intéresse aussi à des questions de relations entre signaux et architecture des vaisseaux. Et puis, plus récemment, depuis quelques années, avec l'hôpital Paul Brousse et mes collègues chirurgiens, on utilise des modèles d'analogues électriques de toute la circulation entière pour mieux comprendre certaines chirurgies, comme l'ablation partielle de foie lors de tumeurs. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour vous partager en fait vraiment cette extraordinaire expérience de travailler avec des chirurgiens en tant que mathématicienne et numéricienne, d'aller en salle d'opération, de partir de données patients et de voir comment ensemble on peut peut-être créer des vocations aussi pour en particulier les jeunes filles qui aiment la science et en même temps la médecine. Voilà. Merci Irène. Alors je rassure tout le monde, hein, il y aura une interrogation à la fin du débat pour les équations. Donc j'espère que vous avez bien regardé. Donc, je vais passer la main à Adrien. Oui, impeccable. Bonjour à tous. Moi, je suis Adrien Saint-Sardos. Donc, je suis postdoctorant au Muséum d'Histoire Naturelle. Je ne suis pas INRIA. Et donc, j'ai cette double casquette muséum. Et après, je suis ingénieur fouille de la donnée biologique dans une association qui s'appelle le CBIOS. Et donc, le CBIOS, son focus principal, c'est le biomimétisme et la bio-inspiration. Et donc, juste au cas où, je vais vous montrer juste 3 slides d'exemples dans lesquels la bio-inspiration s'applique dans le domaine de la santé pour vous rendre un peu familier de ce monde que je fréquente du biomimétisme. Donc, je vais juste passer à la slide suivante et vous parler, par exemple, d'un exemple qui est très connu chez nous, qui est celui de la colle chirurgicale inspirée du verre château de sable. Alors, c'est un verre que vous connaissez peut-être, qu'on voit sur les plages de Bretagne et qui a la particularité de s'entourer de grains de sable avec une colle qui est non seulement forte, il y a eu des tests physiques faits dessus, et puis qui résiste à l'eau, qui résiste à des conditions de pH et de salinité qui sont comparables à celles du sang. Et donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de bio-inspiration qu'on peut utiliser pour faire une colle chirurgicale qui se résorbe pendant la cicatrisation. Donc, un exemple technique finalement où le vivant nous apprend quelque chose. C'est ça mon cœur de métier, c'est trouver des applications, trouver des espèces dans la donnée biologique, notamment celle du Muséum d'Histoire Naturelle, qui peuvent être réutilisables, disons, inspirantes pour des applications industrielles, mais pas que. Alors, je vais vous montrer peut-être la slide suivante, qui est là aussi, qui a inspiré une start-up. Vous voyez, c'est la murène à ruban. La murène à ruban, elle sait convertir de l'énergie, son énergie musculaire, en énergie mécanique. Et finalement, c'est ce qu'on peut faire dans une prothèse cardiaque avec une membrane souple. Donc, qui dit souple dit potentiellement mieux accepté par l'organisme.
Et c'est ce que vous devez être en train de voir maintenant, c'est qu'on a des prothèses qui sont a priori plus durables dans l'organisme. Alors ça, c'est encore un exemple peut-être un peu technique. Et donc le troisième l'est un peu moins. C'est un exemple d'architecture où finalement, en se plaçant dans des conditions qui sont dites biophiliques, et donc disons agréables à la vie, à Hong Kong, on a designé, enfin quand je dis on, c'est les architectes ont designé un hôpital qui est agréable à vivre avec un courant d'air qui est optimisé dans l'environnement qui entoure l'hôpital pour limiter les consommations en carburant, enfin disons en énergie, et rendre l'endroit agréable et faire diminuer la tension des patients, entre autres choses. Donc voilà, donc tout mon travail, c'est ça, c'est proposer des exemples où la nature est inspirante pour résoudre un problème d'architecture et de sciences. Voilà. Merci Adrien. Je vais laisser notre collègue Benjamin également se présenter et expliquer son rôle pendant la table ronde, notamment en ce qui concerne les questions du public. Oui, bonjour, merci Philippe. Je m'appelle donc Benjamin Ninassi, je suis ingénieur de recherche moi chez INRIA et comme l'a dit Philippe, je vais faire le lien aujourd'hui entre le public et nos intervenants. À travers le chat qui se situe à côté de votre écran, vous devriez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez et je les transmettrai à nos invités pendant cette session. Voilà. D'ailleurs, on a une première question, peut-être en rapport avec la présentation de Guillaume, de la part d'Alex, qui demande si on peut vraiment faire de l'aléatoire au sens de l'évolution avec le numérique en termes de simulation. Et moi, j'ajouterais une petite question. Si la réponse est oui, qu'en est-il de la reproductibilité de ces expériences, finalement? Alors, en fait, la réponse va être un petit peu indirecte. En fait, on ne le souhaite pas. Parce qu'on souhaite bien comprendre ce qui se passe dans nos simulations, et pour ça, on doit pouvoir les reproduire, justement. Donc, en fait, on souhaite avoir un pseudo-aléatoire de bonne qualité, et ça, on sait faire. Mais effectivement, la question est sensée, puisque dans une machine, tout est déterministe, et donc c'est bien un pseudo-aléatoire qu'on utilise. Mais à l'échelle des génomes qu'on simule, il y a équivalence entre ce pseudo-aléatoire et l'aléatoire mutationnel, et on s'en assure. Je vous laisse poursuivre. Merci. D'ailleurs, indirectement, c'est un peu une transition sur la question suivante, parce qu'on voit bien que on est parti d'une question, enfin d'une machine, on parle de quelque chose qui est déterministe, avec la difficulté justement de pouvoir générer l'aléatoire. Donc c'est vraiment pour le coup des questions de numériciens, d'informaticiens. Et c'est quand même, vu la vocation d'INRIA, enfin je parle en tout cas pour INRIA, pour Adrien, qui directement au muséum, il est peut-être plus au sein même de la nature, mais finalement votre relation à chacun par rapport à la nature. Est-ce que vous vous considérez néanmoins comme aussi des biologistes ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé? Je pensais à Irène. Ouais, c'est une super bonne question parce que effectivement, on est toujours un petit peu en porte-à-faux, nous. Un petit peu du côté du biologiste, un petit peu du côté de l'informaticien. Personnellement, moi, j'ai tendance à me considérer comme biologiste, même si j'ai aucune formation de biologie au départ, juste parce que pour moi, ce qui définit un scientifique, c'est les questions qu'il pose. Et les questions que je pose, c'est vraiment des questions de biologie, même si les outils avec lesquels j'essaie d'y répondre sont des outils d'informatique ou de numérique. Et un exemple de question, Guillaume, que tu te poses? Alors, je ne sais pas si je peux revenir en arrière sur mes slides, mais je peux peut-être… Laissez-moi juste revenir ici. Si je reprends, donc c'est bien des questions de biologie, hein, si je reprends ce transparent-là, par exemple, je ne vous ai pas tout à l'heure montré ce qu'étaient ces bandes bleues qu'on voit ici autour du cercle central. Donc en fait, chaque ligne à l'intérieur ici correspond à un organisme particulier. Le rouge ici, là, c'est l'homme. Donc que vous avez ici, là. Le bleu, c'est le riz que vous avez ici, d'accord. Le marron, c'est le petit ver, un tout petit ver qui fait 1 mm de long qu'on appelle C. elegans. Et en fait, les barres bleues que vous avez ici correspondent à leur nombre de gènes. D'accord ? Donc, plus la barre est grande et plus ils ont de gènes. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant. C'est un paradoxe connu en biologie qu'on appelle le J-value paradoxe, de constater que le riz, pour lequel on a tendance à penser qu'il ne brille pas par son intelligence, a presque 2 fois plus de gènes que nous. On a tendance à associer le nombre de gènes avec la complexité de l'organisme. Et bien, ce petit ver d'1 mm, il a presque autant de gènes que nous, ou que toi, Philippe, en l'occurrence.
et 2 fois moins que le riz. Et voilà, bah, ça c'est une question qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui fait l'origine évolutive de la complexité génétique ou génomique, c'est-à-dire du génome ou des gènes des organismes? Et excuse-moi, mais la réponse, c'est pas juste la quantité de contraintes que la créature a besoin de confronter, enfin d'affronter. C'est-à-dire, Philippe, quand il y a une contrainte, il peut changer d'endroit. Donc, il n'a pas forcément besoin de faire des trésors de changement de gènes, alors que le riz, il est quand même fixé en un endroit. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation juste entre… On va prendre 2 autres exemples qui sont le jaune et le vert. Là, on croirait que c'est prévu ça, Adrien, mais c'est pas prévu. Le jaune correspond à cette bactérie-là, qui est Escherichia coli, qui vit un peu partout, y compris d'ailleurs à l'intérieur du corps humain. Et puis celle-là, c'est Buchnera fidicola, qui vit à un seul endroit très précis, c'est dans un puceron. Elle vit nulle part ailleurs. Et vous voyez qu'en nombre de gènes, celle-ci, et pourtant elles sont très très proches dans l'arbre des espèces, celle-ci, elle a perdu 90% de ses gènes à peu près par rapport à celle-là. Donc, on a une énorme perte de gènes parce qu'elle vit au même endroit. Donc, ça pose un problème, c'est qu'on voit bien que suivant les organismes, l'hypothèse A est vraie. Si dans un autre organisme, l'hypothèse A est fausse, c'est que c'est une hypothèse ad hoc et donc il faut en chercher d'autres. Donc, des questions de biologistes avec derrière un arsenal entièrement numérique pour pouvoir y répondre. Complètement, complètement. Voilà. Alors, moi, par contre, je ne suis pas du tout comme Guillaume, je ne me sens pas du tout biologiste ni clinicienne. Et je ne me sens pas du tout habilitée à me substituer à un chirurgien avec lequel je travaille. Ce serait un peu dangereux, je pense. J'espère que Guillaume non plus. Donc, le rôle du numérique dans ce que je fais, par contre, est fondamental. Mais je pars bien de la nature dans le sens où, en fait, la première question, enfin, le départ de mon travail, ça va être la question du clinicien ou du chirurgien. Qu'est-ce que… voilà. Quelle est la question du clinicien auquel je vais essayer de répondre? Donc, on part bien du problème de santé de la nature. Ensuite, on essaie de déterminer quel va être le modèle adéquat, la complexité du modèle adéquat pour essayer de répondre à cette question. Donc, on va mettre en équation et on va résoudre numériquement la réalité de l'écoulement dans le corps humain, par exemple. On va par exemple, modéliser un geste de chirurgie pour essayer de prédire en fait quels vont être des changements de pression, etc. Et ensuite, on va revenir vers le clinicien pour dire, ben voilà, quelles sont nos prédictions, est-ce que ça colle avec l'expérience que tu en as, est-ce que ça colle avec les données, et s'il y a un problème entre le modèle et la prédiction, alors on va améliorer le modèle. Donc, il y a toute cette démarche en fait je reviens vers la réalité, vers le corps humain, la nature, pour voir si ma prédiction et ma conception numérique est juste ou pas. Et ensuite, pour pouvoir avoir cet outil numérique au service de la médecine. Voilà. Si je peux me permettre, je pense que la problématique n'est pas de revenir à la réalité, parce que nous aussi, on revient à la réalité sans arrêt. Je crois que la grosse différence, c'est que nous, on ne cherche pas à agir sur la réalité. C'est-à-dire que si je devais agir sur un système biologique, par exemple, à partir des connaissances que je développe avec nos modèles, clairement, je ne le ferais pas tout seul. Parce que nos connaissances avec les modèles, elles sont évidemment soumises au fait qu'on les a produites avec des modèles, et donc elles doivent être discutées. De la même façon que toi, Irène, tu vas discuter avec un chirurgien, moi, si je devais aller discuter avec des gens qui font de la bioconservation, par exemple, des choses comme ça, je ne prétendrai jamais avoir des connaissances supérieures à eux. De la même façon. Quelque part, je suis biologiste à côté d'autres biologistes qui ont d'autres spécialités. Alors, pardon, Philippe. Non, mais très bien. Justement, Adrien, j'allais t'adresser une question, mais… Oui. Qui était, parce que là, on vient d'évoquer la question des connaissances, justement. Et j'imagine que la connaissance, c'est souvent présenté comme quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, de l'écrit, voire même du physique. Mais néanmoins, dans le cadre du numérique, c'est probablement quelque chose qui s'organise, qui se travaille, qui se construit, qui s'explore. Et donc, j'imagine que c'était… Enfin, je sais aussi que ça fait partie des questions dans le domaine du biomimétisme. J'allais te passer la main là-dessus, justement. C'est un peu double tranchant. C'est-à-dire que
d'un côté, on a aussi cette tendance à dire on ne peut pas travailler tout seul et on a besoin de faire appel à des biologistes que nous on qualifie de verticaux, c'est-à-dire qui ont vraiment une connaissance approfondie d'un modèle biologique ou d'une classe de modèles biologiques. Et là, dans ce cas-là précis, donc par exemple, pour vous donner un exemple, en biomimétisme, il y a quelques jours, j'avais quelqu'un qui était passionné des dinosaures et qui avait une connaissance fine des structures osseuses des dinosaures et des charges qui pouvaient s'exercer dedans. Et ça, finalement, il n'y a aucun outil numérique à ce jour qui permette d'appréhender la connaissance de ce biologiste vertical. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu pour ça que moi, je ne me considérais pas non plus comme biologiste. C'est quasi impossible d'avoir autant d'accès à la donnée qu'avec une personne en face. Après, tu as raison, il y a beaucoup d'initiatives depuis 3 à 4 années pour essayer de centraliser le savoir biologique, entre guillemets, même si c'est colossal, bien sûr, mais au moins le savoir sur quelques espèces clés pour en tirer des leçons. Et ça, donc, il y a des outils qui essaient, notamment des outils d'analyse de langage, pour essayer d'analyser la littérature, d'analyser les livres qui ont été publiés ces 120 dernières années, pour essayer de tirer du savoir, et non pas seulement de la data, à partir de textes qui existent. Mais c'est une initiative qui est vraiment toute jeune, parce que le biomimétisme, au départ, c'était quelque chose au contact des muséums, au contact des biologistes dits verticaux, et c'est vraiment tout nouveau, et c'est quelque chose qu'on développe maintenant, en fait, ces outils numériques. Alors, justement, on a une question du public en lien avec ça, Adrien. Tu nous as montré tout à l'heure une murène qui se déplaçait. Et typiquement, comme exemple, le déplacement de cette murène, est-ce que sa courbe de déplacement est optimale en termes de vitesse, en termes d'accélération? Est-ce que c'est des sujets d'étude de chercher des optimums comme ça, présents dans la nature, qu'on est capable de vérifier à travers le travail des numériciens? Alors, dans ce cas-là de la murène à ruban, c'est difficile de parler d'optimum. Alors oui, la réponse d'abord, oui, dans le cadre de cette murène à ruban, ça a été très étudié et il y a des startups, notamment une qui s'appelle Hill Energy, c'est de faire des hydroliennes avec ce principe d'ondulation plutôt que de hachoir comme on fait les hydroliennes aujourd'hui. Donc oui, il y a des études pour essayer d'optimiser pour une application donnée, un mouvement donné. Après, optimisation, c'est vraiment double tranchant parce que la murène, elle n'a pas du tout la vocation à fabriquer de l'électricité. Elle a vocation à pouvoir, certes, se déplacer, mais se déplacer pour attraper des proies, se déplacer pour aller à travers les rochers. Ce n'est pas du tout la même application que récupérer de l'énergie. Donc, parler d'optimum dans la nature, c'est un truc auquel je ne me risquerais pas au Muséum d'histoire naturelle, typiquement. C'est ça, l'optimum naturel. Effectivement. Oui. De parler d'équilibre que d'optimum. D'équilibre sous cette deux contraintes. Et la contrainte de la murène, ce n'est pas la contrainte de l'hydrolienne, ouais, c'est ça. Et donc, oui, des fois dans la nature, on se rend compte qu'on est sur un optimum de forme pour réaliser une certaine fonction qu'on a parfaitement identifiée, mais ce n'est pas notre optimum à nous. Donc, voilà, il faut distinguer les deux. Après, il y a un exemple, je ne sais pas si Adrien, tu le connais, l'exemple du thon, qui a une petite dizaine d'années, je pense maintenant, où en fait, on s'est rendu compte que le thon nageait plus vite que ce qu'on en comprenait, en fait. C'est-à-dire que si on faisait le modèle du thon allait plus vite que le modèle. Et en fait, ça a donné lieu à pas mal d'études en bio-inspiration, et on s'est rendu compte que le thon prenait appui sur ses propres tourbillons. Vous savez, quand la queue d'un poisson fait ça, elle génère des tourbillons. Mais en fait, le thon prend appui sur ses propres tourbillons pour aller plus vite. Donc, il y a pas mal de cas, y compris d'ailleurs en évolution artificielle, où on s'est rendu compte que l'évolution trouvait des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, par exemple, des solutions pour se déplacer, on demande à un algorithme, un programme, d'arriver à se déplacer, et puis elle trouve des solutions complètement qui peuvent nous apparaître farfelues à nous. Moi, j'ai souvenir d'une simulation où on essayait de faire apprendre à une araignée à marcher, et où en fait, on a une araignée qui a commencé juste à faire des roulades parce que ça allait plus vite pour elle. Donc, et ça, c'est aussi un usage d'ailleurs de l'évolution artificielle où il y a des gens qui proposent de l'utiliser pour trouver les bugs dans les programmes parce qu'elle trouve des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Et donc, elle peut identifier des erreurs, par exemple, dans des programmes ou des choses comme ça. Donc, il y a cet usage, effectivement, d'aller chercher à nouveau des optimums pour nous. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais qu'il ne faut pas confondre l'optimum pour nous avec l'optimum pour la nature. Je crois qu'il faut garder cette idée qu'on a un objet d'étude à nous, qu'on l'étudie d'une certaine façon,
que la nature, elle est plus globale que ça. Quelque part, le fait de l'étudier, ça nous impose de le simplifier pour l'étudier. La notion d'optimum est une simplification. Oui, et toute notion de modèle, d'ailleurs, est une simplification de la réalité. Il ne s'agit pas de reproduire la réalité exactement quand on modélise quelque chose, mais plutôt d'en tirer la substantifique moelle, quoi. Enfin, d'en tirer, en fait, le phénomène principal qui va être le phénomène d'intérêt pour notre application. Mais, ouais, ceci dit, de la même façon que toute expérience est déjà un modèle. Quand je prends quand un biologiste va prendre une bactérie et puis la mettre dans une boîte de pétri pour l'étudier, le fait de la mettre dans une boîte de pétri, c'est déjà quelque part un modèle de ce que serait cette bactérie si elle est en train de vaquer à ses propres occupations dans la vraie vie. Donc, quelque part, c'est inhérent à la méthode scientifique, le fait de faire des modèles, c'est-à-dire d'isoler les objets de leur nature réelle, quelque part. Oui. Et alors, par rapport à la question de la santé également aujourd'hui, donc quel est, par rapport justement à cette approche, donc vous avez d'étudier la nature avec des méthodes numériques, quel est selon vous l'apport que vous pensez apporter en termes de bien-être, de santé humaine en application? Est-ce que d'ailleurs, c'est dans vos propos, vous y êtes déjà, ou est-ce que c'est des choses comme ça qui arrivent un petit peu en cours de route par sérendipité, comme on dit? Alors, bien sûr, selon vos disciplines, Irène qui travaille directement avec les chirurgiens, j'imagine que la question est non, ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard, mais plus globalement, quoi, pour vous tous, le lien entre ce que vous comprenez de la nature, ce que vous pouvez en tirer, et les possibles applications pour notre santé. Alors, je vais peut-être commencer puisque Philippe, tu m'as donné la main et puis j'avais commencé un petit peu dans ma présentation à donner des applications médicales. Donc là, je vais plutôt me situer par rapport à où est-ce qu'on en est de l'utilité de ces modèles peut-être. Je dirais qu'on a fait de beaux progrès en termes de modélisation, de savoir quelle démarche scientifique à avoir par rapport à une question médicale. Mais à mon sens, par contre, il y a encore beaucoup à faire pour que nos modèles, en tout cas dans les applications sur lesquelles je travaille, pour que nos modèles soient utilisés par des chirurgiens. Donc, en ce moment, je travaille sur ces applications chirurgicales du foie avec l'hôpital Paul Brousse, où en l'image à droite, là, vous voyez en fait des étudianteux d'ailleurs, en thèse de matriculés avec des étudiants en thèse de médecine, voilà, penchés sur une salle d'opération et en fait penchés sur la question que chacun essaye de résoudre dans sa thèse scientifique pour créer des outils numériques, pour mieux comprendre ce qu'une chirurgie va faire, par exemple anticiper une pression trop importante à l'issue d'une chirurgie. Et donc donner un outil numérique pour mieux préparer les chirurgies, donc un outil numérique pour les cliniciens. Donc cet outil, on est en train de le construire, on est en train de le valider, mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'il soit assez validé pour être utilisé en clinique et puis assez facile d'utilisation pour les chirurgiens et l'intégrer en fait, finalement dans la démarche clinique. Donc voilà, on est au début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et tu as des exemples concrets d'applications, d'aide à la décision que, typiquement, je sais, dans une hépatectomie, par exemple, complète, partielle, est-ce que tu as déjà une intuition de ce que peuvent apporter tes travaux, tes modèles? Alors oui, donc justement sur ce sujet de l'hépatectomie, donc quand on enlève une bonne partie du foie parce que par exemple il y a un cancer dans une partie du foie, l'une des questions c'est qu'est-ce qui va se passer si j'enlève cette partie-là? Est-ce que je vais avoir une hypertension? Est-ce que je vais avoir assez de flux qui va aller ou assez de flux qui va aller dans le reste de l'organe
pour qu'il se régénère bien, mais pas trop quand même pour pas qu'il soit abîmé. Donc, on a commencé à travailler sur des outils numériques où en fait on part de données patients comme des tensions, comme on voit à droite, ou des scanners, où on peut anticiper en fait combien d'organes on va enlever. Après, donc on fait la prédiction avec le modèle de changement de pression et de débit, et on a fait ça pour le moment sur à peu près 47 patients, mais en rétrospectif, c'est-à-dire après l'opération pour le moment, d'accord? Et pour le moment, on voit, enfin, les premiers résultats indiquent que notre modèle est assez riche pour bien anticiper ces changements de pression quand ils deviennent trop importants. Voilà, donc les premiers résultats sont encourageants. Après, il faut aller plus loin pour bien valider, etc. Et que ce soit vraiment utilisé dans la démarche clinique. Benjamin? Oui, tu parles de modèles assez riches. On a une question d'Elias, justement au sujet de la modélisation. Est-ce que l'arrivée du machine learning a bousculé un peu la manière dont la modélisation est réalisée? Et est-ce qu'aujourd'hui, grâce à de telles techniques, on est capable d'extraire un modèle à partir de données uniquement, juste avec quelques paramètres, sans forcément avoir un modèle de base? Est-ce que l'un d'entre vous peut définir machine learning déjà pour Alors, le public? tu veux y aller, Irène, ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie. Donc, machine learning, c'est la capacité que peut avoir un programme informatique à apprendre des régularités dans des données, en fait, et à faire de ces régularités ce qu'on veut qu'il en fasse, qui peut être reconnaître des images, reconnaître des sons, etc., etc. La question est difficile, en fait, parce que pour rentrer dans cette question-là, il faudrait aller un peu plus dans le détail de ce qu'est un modèle. Et il y a un bestiaire extrêmement varié de modèles. Donc, effectivement, un ordinateur, quand il fait de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, ce qui est effectivement très à la mode avec l'IA, il va construire un modèle. Mais il va construire ce modèle à partir des données, et ce modèle n'a pas de vocation explicative des données. Alors que nous, en tout cas moi, Irène, je suppose que c'est à peu près similaire, on va avoir besoin de comprendre ce qui se passe dans nos modèles pour le restituer dans le monde réel. C'est-à-dire que je peux très bien faire un modèle de machine learning qui va reconnaître certains animaux, qui va être capable peut-être même de me dire des choses par rapport à leur évolution, mais ça ne va pas me l'expliquer. Alors que ce qu'on cherche à faire, nous, c'est des explications. C'est-à-dire qu'on ne veut pas agir sur le monde sans le comprendre. Donc, oui, le machine learning révolutionne beaucoup de choses, y compris la modélisation, mais plutôt la modélisation à partir des données que la modélisation, je vais dire, à vocation de compréhension telle qu'on l'a fait nous. Donc, nous, on va plutôt alimenter nos modèles avec des mécanismes physiques connus ou des mécanismes algorithmiques connus, mutations, etc., qu'avec un très grand volume de données qui, quelque part, ne nous permettrait pas de le comprendre. Et puis souvent, alors par ailleurs, Irène, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en santé, on n'a pas forcément des volumes de données monumentaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème du machine learning, c'est qu'il est très gourmand en données. Et pour le moment, des données de santé complètes, et c'est compliqué d'y avoir accès. Mais par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de conjuguer les deux, c'est-à-dire, parce que la force du machine learning, c'est quand même de pouvoir aller aussi très vite pour donner une réponse. Et donc, on a utilisé des techniques de machine learning récemment pour apprendre à partir des solutions de nos modèles. Donc, typiquement, on est parti de morphologie d'anévrisme, donc quand le vaisseau devient de plus en plus large et peut se rompre, de morphologie, mais aussi de données d'écoulement, comme j'ai montré tout à l'heure, pour essayer de prédire, pour faire un modèle de prédiction de risque de croissance de cet anévrisme. En fait, là, c'est la démarche du modèle statistique, du modèle machine learning, qui s'appuie en fait sur des modèles physiques et sur la connaissance de la finalité. Est-ce que l'anévrisme a grossi très vite ou pas chez un certain nombre de patients, pour apprendre en fait un risque et pouvoir, mais on ne l'a pas encore utilisé après sur une autre cohorte pour le moment.
Mais bon, donc on peut combiner en fait les deux, c'est un modèle physique et modèle de machine learning. Dans mon domaine, c'est de plus en plus courant et je pense que les deux sont utiles parce qu'effectivement, le machine learning n'explique pas des phénomènes. Alors, je comprends effectivement, enfin, c'est vrai qu'il n'explique pas. Il peut permettre de faire tout un ensemble de constatations, de ranger d'une certaine manière les données, de les classer. Ouais. Et peut-être dans certains cas, ça peut même aider pour les décisions parce qu'on a observé qu'un certain profil de patient pouvait peut-être développer ou avoir des anévrismes plus fréquemment ou des anévrismes qui vont évoluer peut-être plus rapidement. Mais Oui. est-ce que le machine learning peut, un petit peu comme c'était une question qui n'était pas prévue, donc je balance ça un petit peu. On a eu l'histoire du jeu de Go, par exemple, où le système apprenait à jouer contre lui-même et de façon complètement inattendue, de manière complètement imprévue, et donc de générer des nouvelles manières de jouer et des stratégies. Est-ce que dans vos travaux, dans vos études, vous pourriez imaginer comme ça que ce qu'on appelle l'IA, l'apprentissage machine, ça vous amène à explorer des hypothèses, des façons de modéliser complètement nouvelles? Alors, ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà, par exemple, pour accélérer les simulations. C'est un petit peu la même chose que ce que disait Irène. Des simulations qui sont très, très lourdes à calculer. Plutôt que de les calculer, on peut les apprendre et pour pouvoir les rejouer avec de nouveaux jeux de paramètres, par exemple. Donc, l'IA peut servir à ça. Après, à nouveau, il faut bien voir qu'il y a un bestiaire de modèles extrêmement variés et qu'on ne peut pas comparer un modèle n'a de sens qu'à partir de la volonté. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce modèle-là? Et il y a des modèles qui sont là pour voilà, justement classer les données, et là, le machine learning est extrêmement efficace, c'est clair. Et donc, il a un impact, il a un usage en santé qui est faramineux. Il ne faut pas cacher ça. D'accord? Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais après, sur des modèles qui sont plutôt des modèles à vocation explicative, dans lesquels on va essayer de comprendre un objet biologique et pas de, par exemple, le classer ou le répliquer ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, le machine learning n'est pas forcément le meilleur outil. Il faut adapter, il faut prendre l'outil pour ce qu'il est et là où il est utile. Justement, à propos de cette démarche explicative, on a une question d'Alex à propos du biomimétisme. Comment ça se passe le dépôt de brevet lié au biomimétisme? Est-ce qu'une entreprise est capable d'empêcher la concurrence de faire les mêmes observations qu'elle en regardant la nature, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a quand même une phase qu'a un peu décrit Irène tout à l'heure où on fait de l'abstraction du modèle biologique. Et cette phase d'abstraction, avant de revenir vers son problème technique, ça, c'est quelque chose qui est profondément lié à la problématique de l'industriel, par exemple, de la personne qui veut faire son brevet. Et donc, la réponse, c'est on ne va pas breveter la murène, c'est vrai, mais on peut breveter l'idée de la murène une fois convertie dans le problème technique. Et là, c'est des brevets tout à fait ordinaires. Là, il me semble que la murène en question, enfin le Heal Energy ou CoreWave, c'est des gens qui ont breveté tout à fait normalement une application technique relativement ordinaire. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait marqué murène dessus. Et c'est un peu peut-être le problème du biomimétisme, c'est que on peut en avoir fait beaucoup dans un projet, finalement que ça ne se voit pas sur l'innovation finale. Surtout si on n'a pas la volonté de le proclamer. C'est même un cas général pour les modèles. Hein. Il y a une vingtaine d'années, il y a un chercheur allemand qui s'appelle Volker Grimm qui a eu une phrase que je trouve magnifique qui a dit le but d'un modèle, c'est qu'on arrive à s'en passer. Et c'est vrai. Le but d'un modèle, c'est d'arriver soit à comprendre l'évolution pour moi, je suppose qu'Irène, c'est pareil, à un moment donné, de pouvoir que le chirurgien puisse agir indépendamment du modèle. Je ne sais pas, Irène, si tu vois les choses comme ça. Oui et non, parce que moi, mon but est à l'inverse. C'est plutôt que le modèle soit utilisé par le chirurgien comme outil d'aide à la décision. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est que, alors, je ne dirais pas qu'il ne puisse pas se passer du modèle, parce que c'est, mais plutôt apporter un modèle numérique comme nouvel outil, finalement. Le clinicien, chirurgien ou cardiologue interventionnel, ou radiologue
qui va faire une intervention va avoir des données patients, des radiographies, des données de pression, des données biologiques, etc. Et aussi, potentiellement, des prédictions de modèles en fonction du geste qu'il ou elle veut faire pour réparer l'humain. Et d'avoir donc cet outil qui lui dit « Ah bah, en plus de toutes ces données biologiques et physiologiques, il y a une donnée numérique à prendre en compte dans l'arbre de décision. » D'accord. Parce que nous, tu vois, le but pour nous, c'est vraiment de pouvoir aller voir nos collègues biologistes et puis leur expliquer ce qu'on a appris avec nos modèles et sans que le modèle soit présent, en fait. Juste amener l'explication, parce que tant que le modèle est présent, les biologistes verticaux, pour reprendre le terme d'Adrien, ils vont être un petit peu suspicieux, et à juste titre, puisque ce n'est qu'un modèle. C'est une réplique, c'est un objet complètement artificiel qu'on utilise pour parler de la vie réelle. Donc, du coup, c'est bien, pour nous, l'idéal, c'est vraiment d'arriver à exprimer le savoir que nous a donné le modèle indépendamment du modèle. Et tu parviens à les convaincre, du coup, si sous réserve d'oublier un peu le modèle mathématique derrière, il y a moyen de perméer dans le monde du biologiste vertical comme ça Oui. Si c'est quelque chose qui est facile, il n'y a pas trop de méfiance? Ah si, il y a de la méfiance, il y en a même beaucoup, bien sûr que si, et c'est normal qu'il y ait de la méfiance. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait ce qui est. Attends, c'était quoi? Ce qui est vrai est inutilisable. D'accord? Donc, du coup, on fait du faux pour dire du vrai. C'est très particulier. C'est une démarche scientifique assez particulière. Donc, effectivement, le biologiste derrière, il est suspicieux, et il est suspicieux à juste titre. C'est à nous de venir derrière justifier pourquoi on a modélisé comme ça, quel choix on a fait, et puis derrière, aller apporter le résultat. Par rapport au public, peut-être qu'il faut que tu nuances, enfin, tu ne fais pas du faux proprement dit. Tu crées peut-être de l'artificiel, du numérique. On peut dire artificiel plutôt que faux, bien sûr. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait du faux, c'est une vision extrême qui est justement là pour bien faire comprendre que dans nos modèles, on va essayer d'introduire des règles, des lois qui sont des lois de l'évolution darwinienne, mais que derrière, on n'est pas en train de créer un organisme synthétique quelconque. On est bien dans l'artificiel complet in silico. Alors, justement, par rapport à tes objets d'études, tes travaux, le lien avec la santé humaine, les applications qui existent ou que tu projettes éventuellement. Pour venir à notre question. Ouais, nous l'objet d'étude, c'est clairement l'évolution. Donc, en fait, le lien avec la santé humaine, il vient du fait que l'évolution, elle se produit autour de nous en permanence. D'accord ? C'est-à-dire que depuis qu'on est en train de parler, des centaines de milliers de bactéries se sont reproduits autour de nous. Ou dans nous, d'ailleurs. Ou dans nous, tout à fait. Voilà. Et donc, elles évoluent en permanence. Et donc, la santé humaine, elle est profondément liée avec le processus évolutif. Je pense que s'il y a un objet qui l'illustre parfaitement, c'est les antibiotiques. C'est-à-dire que la résistance aux antibiotiques est un phénomène évolutif. Et typiquement, pour nous, essayer de bien comprendre l'évolution des bactéries, par exemple, c'est aussi bien comprendre les mécanismes qui provoquent la résistance aux antibiotiques et essayer de lutter contre ce phénomène qui est une menace énorme sur l'humanité. Et vous avez des contacts, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des pharmaceutiques qui commencent à s'intéresser au problème, à se dire il faut qu'on arrive à modéliser ce qui va se passer face à nos antibiotiques? Est-ce que l'inquiétude publique se ressent sur votre pression de recherche? Alors, sur notre pression de recherche, non, puisque nous, on est des théoriciens. Donc, on ne la ressent pas directement à notre échelle, d'accord ? On la ressent parce que c'est il y a un lien, tout simplement, le lien existe. C'est-à-dire que nous, le lien, on en est conscient. Donc, on va chercher à travailler dans cette direction-là parce qu'on est conscient du lien. D'accord ? Mais, à nouveau, travaillant sur des objets artificiels, pour reprendre le terme de Philippe, on ne peut pas, nous, par exemple,
faire le design ou la conception d'un nouvel antibiotique. Ce n'est pas notre fonds de commerce, c'est pas notre façon. On ne peut pas faire ça dans nos modèles, en tout cas dans les modèles qu'on fait nous. Par contre, on peut se poser une question qui serait mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la bactérie si, par exemple, des patients ou un patient prend des antibiotiques et puis il a une prise d'antibiotiques qui n'est pas très respectueuse de la posologie. Par exemple, il prend ses antibiotiques à des intervalles de temps qui sont un peu fluctuants, il en oublie un de temps en temps, etc. Et on peut mieux comprendre l'impact de ce genre quelque part de prise un petit peu anarchique du médicament sur l'apparition de résistance. Mais c'est ça, finalement, le numérique, pour chacun, enfin, en tout cas pour Guillaume et moi, c'est une manière de pouvoir faire des expériences autrement que des expériences dans le réel. Ouais, il y a des gens qui parlent d'expérience du second genre. Et ça peut être aussi une manière de guider les expériences in vivo, c'est-à-dire de réduire le nombre d'expériences in vivo, animales, etc., ou même de s'en passer, par l'outil numérique, en fait. L'outil numérique qui nous donne cette possibilité de tester tout un tas d'hypothèses. Quelquefois, donc dans le domaine de la santé, pour le travail avec les patients, c'est sûr que, par exemple, on ne pourra jamais tester deux manières de faire une chirurgie chez un patient. On pourra toujours tester, enfin, entre guillemets, tester. Et on pourra ne faire qu'un type de chirurgie chez un patient. Sur l'ordinateur, nous, on peut essayer, si dans le monde, il y a 2 ou 3 manières de faire telle ou telle chirurgie, on peut le tester sur ordinateur, ce qui n'est pas possible dans le réel. Donc, ça veut dire que tu peux numériquement opérer le jumeau numérique du patient que tu as créé et tester éventuellement différentes hypothèses ou interventions. C'est ça. Par exemple, commencer par enlever des restrictions. Donc ça, c'était le premier exemple que je montrais quand j'avais dit est-ce que la pression va baisser suffisamment chez cet enfant. En fait, c'était un cas où le flux sanguin était très hétérogène, allait beaucoup plus dans le poumon gauche que le poumon droit. Et donc, la question se pose chez ce genre de pathologie, est-ce qu'il vaut mieux opérer d'abord un côté, laisser grandir ce côté qui a été mal nourri pendant plusieurs années et ensuite opérer l'autre côté, donc faire 2 chirurgies avec plusieurs années d'écart, ou alors est-ce qu'il vaut mieux opérer d'un coup les 2 côtés? Et donc ça, c'est sûr que dans la nature, on ne peut pas tester les 2 possibilités alors que l'outil numérique le permet. Oui, tout à fait. Il y a une question. Qu'est-ce qui permettrait d'aller plus vite ou plus loin aujourd'hui sur ces aspects de modélisation? Finalement, quels sont les principaux freins? Est-ce que c'est plus de puissance de calcul, plus de données sources, plus de manpower, de chercheurs pour pouvoir faire des expérimentations ou observer, ou plus généralement un manque d'intérêt ou sociétal par rapport à la recherche? Alors, plus de puissance de calcul, on peut toujours dire oui. Je crois qu'il faut dire non. Parce qu'on doit aussi se poser la question de quelque chose qui est tout bête, c'est de l'impact carbone de nos travaux. Hein. Et aujourd'hui, nous, on a estimé l'impact carbone de l'équipe, par exemple, et on constate qu'un quart de l'impact carbone de l'équipe, c'est le calcul. Donc, il est hors de question de mettre plus de puissance de calcul, en tout cas pour nous. Par contre, il faut mieux faire les calculs. Et pour ça, alors, oui, il y a un problème de manpower, c'est clair. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire en France aujourd'hui. Et puis, il y a un problème peut-être de formation où on manque de jeunes bien formés à l'interdisciplinarité. Les formations sont quand même très, très majoritairement disciplinaires. Pour moi, par exemple, des jeunes qui seraient des bons numériciens avec une bonne culture biologique, par exemple, ça ne court pas les rues. Heureusement, on en a assez, pour l'instant, en tout cas pour l'équipe, mais je pense que le frein principal, il est un petit peu de ce côté-là, du côté d'aller former plus de gens à l'interdisciplinarité
et puis derrière, leur donner les moyens de travailler dans cette interdisciplinarité, hein, avec des bourses de thèse interdisciplinaires ou des choses comme ça. Je crois que c'est là où on a un gros manque. Je suis un peu gêné par ton calcul de carbone là, parce que donc c'est très bien hein, de calculer ce que coûtent tes calculs en termes environnementaux, mais est-ce que c'est pas un truc qu'il faut normaliser par le nombre d'expériences de pensée que ça représente? C'est-à-dire si tu vas faire un tour à Pasteur par exemple, il y a des gens qui font des expériences in vitro et l'empreinte carbone de ça, par expérience, c'est bien, j'aurais tendance à penser que c'est bien supérieur en termes de quantité de plastique que ça représente pour ne serait-ce que faire une culture de cellules. Et du coup, est-ce que vraiment il faut se flageller pour ce coût qui est réel, hein? Je dis pas le coût des serveurs, c'est quelque chose qui est réel, mais est-ce qu'il ne faut pas le normaliser pour que ça matche un peu ce qu'on fait dans la vraie recherche biologique qui tâche? Bah, non, je ne suis pas d'accord. Je crois que réduire l'impact carbone, c'est un travail de tout un chacun. Oui. D'accord? Donc, enfin, on peut regarder, je vous dis que c'est un quart, on peut regarder les trois quarts, hein. L'autre quart, c'est l'avion, par exemple. C'est facile à réduire. On peut le réduire. Enfin, c'est facile à réduire. C'est pas très facile, mais on peut, typiquement, ce qu'on est en train de faire là, on peut parfois remplacer de l'avion par du numérique, ce qui a un coût aussi, hein. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le coût de l'impact numérique, le coût carbone du numérique aujourd'hui. C'est un coût qui est non négligeable et pour une équipe d'une vingtaine de personnes, un quart du coût de l'équipe, c'est beaucoup. Donc, à nous d'utiliser mieux les outils numériques, ce qui n'est pas forcément difficile à faire, hein, c'est-à-dire, par exemple, si on est capable de faire des meilleurs algorithmes de modélisation, on peut économiser de la puissance de calcul en mobilisant plus de puissance intellectuelle. D'accord? La puissance intellectuelle, jusqu'à preuve du contraire, en termes d'impact carbone, elle est assez raisonnable. Alors, on s'est un peu éloigné de la question, mais on y revient. C'est-à-dire que, Guillaume, tu disais que finalement, la puissance de calcul n'est pas la seule question, c'est plutôt d'ailleurs la puissance intellectuelle autour de l'interdisciplinarité. Et ça me fait penser à une question là qui est pour Adrien, qui est, on voit bien que on a des moteurs de recherche, on a Google à qui on peut poser toutes les questions avec énormément de puissance de calcul derrière, mais néanmoins, malgré toutes ces connaissances qui sont là, disponibles, qu'on peut interroger, ça semble être encore un défi, en tout cas dans le domaine du biomimétisme, pour savoir comment interroger la connaissance, justement, comment aller chercher l'information ou la représenter, et puis savoir comment justement profiter des connaissances de tous, l'interdisciplinarité, comment la numériser. C'est vrai que c'est la difficulté, c'est-à-dire on a une équipe d'informaticiens qui travaille sur ces sujets, hein, sur comment optimiser, enfin au moins créer un outil de fouille de la donnée biologique pour faire du biomimétisme. Et j'ai jamais eu la question, il nous manque un serveur pour faire notre travail. C'est plutôt qu'est-ce qu'on met comme noyau ontologique pour fouiller le texte d'un papier. Donc c'est clairement du manpower là pour le coup et de l'intelligence. Et de l'intelligence, je reviens un peu sur ce que tu disais, de l'intelligence transdisciplinaire, c'est-à-dire il nous faut des gens pour pouvoir interroger la donnée biologique dans le prisme d'un Airbus ou d'un L'Oréal. Et il faut des gens qui savent parler le L'Oréal et le crocodile et la bactérie. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment c'est du creusage de tête, de la collaboration et de l'interdisciplinarité qu'il faut arriver à mettre dans la même boîte. Et c'est pas du tout un problème, effectivement, de combien de serveurs on va mettre à disposition de ces soucis-là. Ouais. On a une question qui va concerner plus l'aspect réglementaire. Est-ce que la protection des données personnelles dans les données que vous avez probablement en entrée, la RGPD, c'est vraiment une contrainte, un frein, un mal nécessaire? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur le sujet? Avec le crocodile, oui, c'est sûr que le RGPD, donc les données patientes, c'est quelque chose de très important. C'est essentiel pour nos modèles, pour construire les modèles, pour les valider, etc. Et aujourd'hui, c'est une question qui est très lourde, je trouve, dans nos recherches. C'est-à-dire que, en fait, il faudrait qu'il y ait vraiment des gens qui soient spécialistes de ces questions, qui nous accompagnent pour que, qu'on n'ait pas à nous soucier de ces questions et que ce soit d'autres qui puissent
piloter ces questions de A à Z parce que, encore une fois, c'est l'un des freins à l'heure actuelle dans ma démarche pour valider parce que pour gérer le risque d'un outil numérique d'aide à la décision, il faut évidemment que ce modèle soit validé. Et l'autre frein, pour répondre à la question de Philippe, c'est quand même la question du financement pérenne. L'interdisciplinarité, pour moi, c'est bon. Je n'ai pas trop de mal à trouver des étudiants qui sont passionnés par cette interface et donc qui vont se former s'ils viennent du côté numérique au côté santé. Là, depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des chirurgiens dont certains font une thèse et sont ouverts au numérique et commencent à utiliser nos outils numériques. Mais avoir les financements en même temps pour que justement le chirurgien puisse faire son année de thèse à l'INRIA et qu'en même temps on ait le financement pour que le numéricien puisse travailler avec le chirurgien, c'est un peu la croix et la bannière. Donc là, j'ai eu de la chance, c'est pour ça que j'ai mis le logo de l'ERC. J'ai une ERC, un financement européen qui démarre et qui va me permettre d'être un peu tranquille quelques années sur ces aspects-là. Mais c'est vrai que la question du financement pérenne, c'est aussi un frein. Alors, justement, à propos de ce financement, on a une question de Pierre. Alors, Pierre, que je salue parce qu'on le retrouve sur toutes nos interventions. C'est un fidèle qui nous suit depuis le début. Il nous demande comment on pourrait plus sensibiliser la population à l'importance de la recherche et à la nécessité, justement, d'avoir un financement pérenne. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Ou est-ce que ça sort complètement du cadre de vos réflexions? Je crois que ça ne peut pas sortir du cadre. Forcément, on est tous concernés par ça. On est d'autant plus concernés qu'il y a une loi qui est en train de passer qui diminue encore la pérennité des financements et la stabilité des chercheurs. Maintenant, moi, pour avoir pas mal discuté avec la population, comme tu le dis, en tout cas avec le grand public, on va dire, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le grand public qui faille sensibiliser. On n'a pas de souci de relationnel avec le grand public. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent. On a des soucis, en fait, d'une certaine vision politique de la recherche comme une vision concurrentielle dans laquelle on est en concurrence les uns avec les autres, etc. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la recherche. La recherche, elle fonctionne en synergie, elle ne fonctionne pas en concurrence. Et donc, mais ça, je pense que le grand public, il est parfaitement capable de comprendre ça et je pense qu'il le comprend très bien. Je ne jette jamais la pierre au grand public sur la compréhension de la recherche. Et j'ai souvenir, bon, ça commence à remonter, mais il y a 2015, il y avait le mouvement SLR qui avait fait signer des pétitions dans la rue. Les gens venaient spontanément signer les pétitions. Ils venaient dire « je veux signer, je veux défendre la recherche ». Mais est-ce que du coup, ça manque de scientifiques qui s'engagent en politique pour défendre ces valeurs-là? Probablement, oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand on fait de la science, je pense qu'on n'est peut-être pas complètement compatible avec la politique. On fait pas c'est pas le même métier, c'est pas du tout le même état d'esprit, etc. Et je jette pas la pierre aux politiques, c'est pas ça que je dis, mais à un moment donné, je me sens bien quand je fais de la science, quoi. Pas quand je fais de la politique. Après, on a quand même un grand mathématicien français qui a fait le saut, donc ça existe en France. Il y en a. Il y a aussi d'autres manières. Moi, j'aime bien intervenir en lycée. Je fais ça depuis pas mal d'années. Complètement, oui. Donc, c'est plutôt aller à la racine, essayer de susciter des vocations, d'aller vers la science chez les jeunes et en particulier chez les jeunes filles. Allez-y, il y a de la place pour vous. Donc, voilà, au lycée. Mais effectivement, les décisions qui visent à toujours rabaisser la recherche au niveau politique et surtout au niveau financement, parce que les paroles, c'est bien beau, mais il faut que les financements après soient en cohérence avec ces paroles. Ça, c'est vrai que c'est un peu… Ouais, après, il ne faut pas non plus… je suis absolument d'accord. Les financements sont trop limités. Le métier de chercheur aujourd'hui est un métier qui n'est pas facile parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher des financements, justement. Et c'est une perte d'énergie phénoménale de demander à des chercheurs de chercher des financements alors qu'on leur paye leur salaire. Mais il faut quand même aussi rappeler une chose, c'est qu'on fait un des métiers qui est un des plus beaux du monde. D'accord? Je pense qu'on ne peut pas, faut pas non plus dire que c'est un métier catastrophique. Ce métier de scientifique est un métier de regarder les choses autour de nous et de juste se poser des questions sur les choses qui nous entourent. C'est génial.
Donc, s'il y a des jeunes qui nous entourent et qui se posent la question d'aller dans cette direction-là et qui disent « ouais, mais les financements, etc. », allez-y, c'est un super métier. Et après, oui, ce serait bien qu'on ait plus de financement. Donc, si je comprends bien, pour reprendre un peu ce que disait Irène, finalement, une action de médiation scientifique comme on est en train de faire en ce moment, le temps que vous dégagez en ce moment pour vous adresser au public, c'est déjà une première solution pour sensibiliser tout le monde. Alors, c'est une solution pour sensibiliser tout le monde, c'est clair. Après, je ne suis pas certain qu'on soit écouté par les politiques aujourd'hui. Alors, en parlant parce que tout à l'heure, tu as utilisé le mot vision, justement, et admettons que nous ne soyons pas dans une situation où on se pose la question d'un manque de moyens ou d'une quelconque limitation. Dans cette situation idéale, j'imagine que chacun d'entre vous a une vision ou un souhait de ce qu'il aimerait vraiment pouvoir, sur quoi il aimerait vraiment travailler dans les mois, dans les années qui viennent, et c'est un certain type de résultat que vous poursuivez. Une application, un débouché, en particulier par rapport au domaine de la santé, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Quel serait votre souhait dans une optique où on n'a pas de limitation de moyens? Si quelqu'un veut se lancer là-dessus. Alors moi, mon rêve, c'est vraiment que le numérique soit utilisé pour inventer la santé de demain. Enfin, ça fait un peu slogan comme ça, mais je me dis, voilà, je me donne 5 ans, 10 ans pour que les outils qu'on développe soient réellement utilisés en clinique. Et donc là, j'avais un exemple en tête. Donc à l'heure actuelle, en France, il y a malheureusement un certain nombre de patients qui ont besoin d'être transplantés du foie. Il y en a à peu près 2 à 3 fois plus que le nombre d'organes auxquels les chirurgiens ont accès pour transplanter ces patients-là. Donc, pour pallier au manque d'organes pour ces patients, certains chirurgiens, notamment en France, ont eu l'idée de couper en deux un organe donné, un foie, puisque le foie a la capacité merveilleuse de se régénérer. Et donc, les travaux qu'on fait actuellement, ça pourrait être justement de modéliser, si on met si on transplante ces morceaux de foie chez une certaine personne et qu'on imagine en fait des nouveaux types de chirurgie donc qui combinent hépatectomie partielle et transplantation partielle, donc c'est une nouvelle forme de chirurgie. Est-ce que nos outils numériques peuvent, au moment du passage délicat du clampage de la veine porte droite, comme je l'ai montré là, prédire en fait s'il va y avoir un trop fort saut de pression ou pas. Voilà, est-ce que ces outils numériques peuvent servir à valider cette nouvelle idée de chirurgie? Ça, ce serait un super exemple pour moi que voilà, quand un chirurgien a une nouvelle idée, il puisse utiliser nos outils numériques pour essayer de savoir dans quel cas il faut y aller ou dans quel cas il ne faut pas y aller. Ce serait génial pour moi. Donc là, typiquement, on pourrait répondre à un problème qui est le manque d'organes disponibles pour la transplantation en ayant une approche où on peut combiner hépatectomie partielle avec une greffe partielle, c'est-à-dire qu'un foie disponible pourrait en gros servir à 2, 3 patients receveurs et on pourrait faire ce choix sur la base des modèles que tu développes, savoir exactement comment clamper, tu parles de la veine porte en particulier, pour qu'on ait la circulation, la pression correcte qui rendrait ça possible, qui pourrait faire que la greffe prendrait et que la partie restante du foie serait toujours saine. Voilà, et grossisse bien pour que le patient aille bien. Et que les deux patients aillent bien, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est un exemple extrêmement concret. Et là, c'est grâce à cette approche numérique qu'on a même pu envisager, c'est tous tes travaux précédents et aujourd'hui qui ont pu faire surgir ces hypothèses. Alors j'imagine que peut-être que les chirurgiens y avaient pensé de leur côté, mais
la façon de formuler le problème et de proposer des solutions, notamment quelque chose qui semble pas évident, de savoir comment tu clampes une veine et en mesure d'apporter des réponses. Oui, en fait, donc les chirurgiens ont eu cette idée de manière indépendante de nos modèles pour le moment. Mais par contre, cette idée, elle n'est pas encore adoptée dans la pratique clinique. Elle est pas validée. Et donc, l'outil numérique, on espère, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, va pouvoir être utilisé pour savoir dans quelle pathologie et chez quel patient, en fait, ce serait une bonne idée, ou pas d'ailleurs, de faire ça. Et donc, mon rêve, ce serait que, voilà, ce espèce de mariage entre la clinique et le numérique se fasse vraiment au-delà de nos essais de recherche, quoi. Que ce soit utilisé pour de vrai. C'est en bonne voie, quoi, grâce au travail quasiment quotidien que vous avez ensemble. Et alors, Adrien, Guillaume, votre vision Nous, pour nous, en évolution, il y a un défi, un défi majeur, c'est d'essayer de voir de comprendre qu'est-ce qui est prédictible en évolution. Est-ce qu'on peut prédire l'évolution? Aujourd'hui, essentiellement, donc, nous, on fait des modèles, mais ce que font les biologistes classiques, c'est qu'ils observent le passé en évolution. D'accord? Est-ce qu'on peut créer des outils qui permettront d'anticiper sur le futur en évolution? Ça, c'est un défi à la fois intellectuel extrêmement fort, parce que les mutations sont aléatoires. Donc, comment est-ce qu'on peut prédire quelque chose qui va être au moins partiellement aléatoire? En fait, ça paraît un petit peu jouable, parce que les mutations sont aléatoires, mais la sélection ne l'est pas complètement. Donc, du coup, on a cet aller-retour entre sélection et mutation qui peut permettre de faire quelques prédictions. Et il se trouve que ces prédictions, elles seraient très importantes dans différents domaines d'application. On a parlé tout à l'heure de la résistance aux antibiotiques, par exemple. Savoir prédire si un certain type de traitement, une certaine posologie, une certaine fréquence d'administration des traitements a plus ou moins de chances de créer des résistances. Ce serait très important aussi en termes dans le traitement du cancer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de cancers qui deviennent résistants, en fait, qui évoluent très rapidement et qui deviennent résistants au traitement. Donc, d'être capable de prédire ça. Et puis, ensuite, ce serait très utile aussi au niveau global, puisqu'avec les changements globaux, avec le réchauffement climatique, quelque part, l'évolution, on pourrait presque considérer qu'elle s'emballe un petit peu par certains aspects. D'accord ? Parce que les changements que l'homme apporte sur la planète sont finalement beaucoup plus rapides que ce qui se passait dans les siècles, dans les millénaires précédents. Donc, l'évolution n'est pas faite pour quelque part cette vitesse-là. Et du coup, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Je peux prendre un exemple très contemporain. Hein. Est-ce que la fragmentation des écosystèmes, quelque chose qu'on constate depuis plusieurs dizaines d'années, favorise le fait que certains virus, très à la mode, vont plus facilement passer les barrières d'espèces, par exemple. Ça, c'est une question qui est fondamentalement une question d'évolution. Et être capable de prédire ça permettrait d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure peut-être gestion de notre écosystème global. Très bien. Et avant de passer la parole à Adrien, on a une question, Benjamin? Oui, j'aurais pu la poser après l'explication d'Adrien. En fait, c'est une question d'ouverture pour les étudiants qui nous suivent et qui nous regardent et qui se posent la question aujourd'hui de savoir vers quelle discipline se diriger. L'énergie, la santé, la biologie, le numérique, la physique, ceux qui ne savent pas forcément choisir parce que tout leur plaît. Quel est, parmi ces différentes disciplines, selon vous, le secteur de recherche comme étant le plus important aujourd'hui? Okay, alors, donc, on va laisser Adrien nous présenter sa vision, peut-être tout de suite présenter. Exactement. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème, on va faire les deux d'un coup. En fait, il faut venir en biomimétisme. Parce que au moins la question ne se pose pas. C'est-à-dire, on peut faire du biomimétisme sur un projet d'aéronautique, on peut faire du biomimétisme sur un sujet de santé, de chimie, et le tout dans la même semaine. Ce qui fait qu'on n'est jamais expert de rien, ça c'est le problème. Mais par contre, c'est très très stimulant, donc c'est vers nous qu'il faut aller. Et pourquoi? Et donc, pour répondre aussi à ta question, Philippe, au passage, c'est que du fait de cette diversité, on a ce qu'on appelle les big data du vivant. Et ça veut dire qu'on a beaucoup d'espèces à caractériser. Donc, il y a déjà des travaux de caractérisation qui sont faits.
À Paris, on a quelqu'un qui est Serge Berthier, qui est spécialisé dans la couleur du papillon morpho qui vit en Équateur. C'est de la magnifique recherche, voilà, mais c'est une recherche sur un papillon. Et donc finalement, ce qui serait formidable avec moyens illimités et manpower illimité, c'est d'avoir des plateformes de caractérisation pour vraiment parcourir l'arbre phylogénique que tu montrais au départ, Guillaume, et pas faire que la génétique, et faire aussi les propriétés chimiques, les propriétés optiques, la biocompatibilité, si c'est la santé qui vous intéresse, l'aérodynamisme. Et ça demande un pouvoir de recherche, et pas que transdisciplinaire, hein, c'est aussi de la recherche poussée en optique. Voilà. Et donc, ça, nous, si on avait moyen, temps et illimité, on aurait les deux. Donc, on aurait de la force numérique pour exploiter ce qu'on sait déjà, et de la force laboratoire pour créer de la nouvelle donnée et du nouveau savoir biologique. Merci Adrien. Irène, Guillaume, sur la réponse à apporter aux étudiants, aux futurs étudiants. On a besoin de tout le monde. Alors moi, je dirais, pour faire ce que je fais, par exemple, il vaut mieux partir du numérique, faire plutôt des études mathématiques, informatiques, etc. Et après, donc, prendre quelques cours de médecine ou se construire son interdisciplinarité. Mais le message que j'aurais et que je donne en général quand je vais dans des lycées, parce que j'y crois, c'est il faut aller fondamentalement vers sa passion. C'est-à-dire il faut essayer de sentir qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Moi, ce qui m'a toujours donné de l'énergie, c'est de discuter avec des médecins, d'essayer de comprendre leurs questions et de voir ensemble comment y répondre, d'aller en salle d'op, d'aller voir comment ça se passe, etc. Essayer de voir qu'est-ce qui vous motive pour y aller, quoi. Oui, pour un jeune qui se poserait ces questions-là, moi, mon conseil, ce serait d'aller dans une bibliothèque, de sortir la recherche pour la science, de bouquiner tout ça et de se poser la question de quel est l'article qui leur a vraiment fait fantasmer scientifiquement. Je dis souvent aux jeunes, il faut que tu ailles là où ça te gratte. Et par contre, si on doit compléter cette question-là et pour aller vers ce qu'on fait nous, c'est-à-dire quelque part ce mix numérique, santé, nature, mais Adrien vient de parler de optique, santé, optique, nature, etc. Tous ces mix interdisciplinaires, je dirais qu'il faut garder les yeux complètement ouverts sur ce qui nous entoure et une très grande culture scientifique. Je crois que le point clé, il est là. Formez-vous à un domaine particulier, celui qui vous plaît le plus, celui qui vous attire le plus, mais gardez les yeux ouverts sur le reste et une grande culture scientifique, et c'est ça qui permet d'aller faire ce qu'on fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire, tu disais il faut lire et voir ce qui gratte et se concentrer là-dessus. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire il faut tout lire. Donc, il faut lire la biologie du salsifis, il faut lire l'aérodynamisme de l'avion, et il faut garder très ouvert cette culture scientifique le plus longtemps possible, parce que c'est ça qui permet après de parler à des médecins, même si on est numéricien. Et c'est vraiment très précieux, en fait, la capacité à papoter avec des gens qui ne sont pas du même domaine. Moi, c'est ça dont j'ai besoin quand je parle à des collègues. C'est vraiment le truc clé, je trouve. Je ne sais pas si vous en pensez. Oui, la capacité à, en fait, se mettre dans la peau du scientifique partenaire. Comprendre quel est son objectif à lui, qui n'est pas forcément à nous, comprendre quelles sont ses méthodes à lui et savoir nous adapter, parce que quelque part, quand on discute avec un chirurgien, avec un biologiste, etc., c'est à nous d'adapter nos méthodes numériques, même si eux, ils vont à la marge probablement s'adapter un petit peu aussi. Ça reste notre responsabilité d'adapter nos modèles à leurs besoins plutôt que l'inverse. Oui, c'est là où je pense que le désir et la motivation, le désir est moteur de motivation. Il faut vraiment sentir. Oui, mais ça c'est vrai partout en sciences. On ne va pas se forcer à aller. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des étudiants ou des étudiantes qui ne se sentent pas trop d'aller en salle d'opération, de parler avec des chirurgiens et tout, juste parce que émotionnellement, c'était trop compliqué. Si on est sensible là-dessus, il y a plein d'autres endroits où être heureux. Par contre, si on sent que être à cette interface entre le numérique, le vivant, la santé, les patients,
de pouvoir se dire peut-être que voilà, notre recherche va pouvoir contribuer de manière toute petite à ce que les gens aillent mieux. Et ben, c'est super, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive. Eh ben, je vous remercie grandement, en tout cas, pour votre disponibilité, vos interventions. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que le numérique et la nature, c'est pas nécessairement comme ça deux objets qui sont posés les uns à côté des autres. Ce que vous avez pu montrer, en tout cas, c'est que dans vos travaux, la nature n'en est pas éloignée. Vous travaillez à vouloir la représenter, à vouloir la comprendre, avec une possibilité, vous l'avez exprimé dans vos visions, et voire même déjà, il y a des applications concrètes, comme celles qui ont été illustrées aussi par Irène, dans ce qu'elle fait déjà au quotidien avec les chirurgiens, un réel impact dans le domaine de la santé. Donc, il y a vraiment tout un continuum. Et vous encouragez donc ceux qui nous écoutent à lire sur le sujet, ceux qui souhaitent faire des études, à ne pas du tout se priver à ne pas, comment dire, limiter leur curiosité et leur lecture, aller vers ce qu'ils ont envie. Et l'interdisciplinarité, même si elle est difficile à financer, ça reste quand même, enfin, ce que j'ai compris de votre message, c'est que c'est la clé, en tout cas, c'est un moyen d'avancer pour l'humanité. Voilà, c'est un grand mot pour finir. Voilà. Donc je vous remercie grandement. Alors, vous avez peut-être constaté qu'on avait dit qu'on finirait à 15 h, mais on a la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance que ça se finisse déjà, mais on s'est permis de pouvoir déborder un petit peu, puisque nous clôturons, en fait, la INRIA Fête la Science avec cette table ronde. Donc, depuis le 3 octobre, donc, il y a eu tout un ensemble d'événements, de débats que vous pourrez retrouver en ligne, qui ont été enregistrés. Ce même débat a été enregistré, donc si on a dit des bêtises, on va dire tant pis pour nous. Les planches seront disponibles également. Et je tiens à remercier l'ensemble des collègues qui ont travaillé dans l'ombre. Vous pouvez vous douter que ce n'est pas si simple d'organiser un événement d'habitude qui est une rencontre physique et d'arriver à trouver le moyen de rencontrer le public, que les choses se passent bien d'un point de vue technique, de réfléchir aussi à comment les présenter à nos discours. Donc, nous espérons qu'on aura maintenu et éveillé votre intérêt pendant toute cette semaine. Voilà. Et donc, oui, j'oublie des collègues, on me le rappelle, effectivement, donc les collègues des services de la communication, la médiation. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que dans cet effort collectif, un collègue tenait à préciser que même le directeur de recherche peut s'occuper de la prise de son, alors qu'il préférerait aller déguster tranquillement son kouign-amann et ses huîtres. Donc, je tiens à le remercier grandement, en particulier. Voilà, donc, sur cette note un peu frivole et culinaire, encore merci à tous et un très, très bon dimanche, enfin, dimanche après-midi. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.